j'espère que tu vas bien. Moi ça va très bien, même si j'ai une côte fêlée. Et d'ailleurs, je me rends compte que c'est la première vidéo que je filme depuis que je suis animatrice dans une école. Parce que oui, les vidéos que j'ai publiées, en fait, je les avais tournées fin août, sauf que je n'ai pas eu le temps de les monter. Étant donné que depuis le 31 août, j'ai un nouveau travail qui me prend pas mal de temps. D'où le fait que je ne sois pas hyper régulière sur ma chaîne. D'ailleurs, dans mes mains, je tiens un éléphant qu'un enfant m'a fait avec des perles à repasser. En fait, c'était il y a quelques semaines, je faisais une activité avec les enfants de perles à repasser. Et du coup, un enfant m'a fait un éléphant. Je vais te le montrer. Mais je suis un peu dégoûtée parce que dans mon sac, le bout de la trompe, là, c'est cassé. Du coup, en fait, j'essaye de pas trop y toucher pour ne pas qu'il s'enlève totalement. Et si tu entends du bruit, je suis désolée, mais en fait, c'est mon chat qui s'amuse avec la boîte où je range mon micro. Sinon, pour en revenir à la vidéo d'aujourd'hui, avec l'accord de Lemony Snicket, je vais te lire le chapitre 5 du tome 1 de Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Et d'ailleurs, c'est avec ce livre-là que je vais te lire ce nouveau chapitre. Parce qu'en fait, avec les enfants, je leur fais aussi la lecture à midi. Et je leur lis Les orphelins Baudelaire. Et du coup, j'ai laissé le gros roman qui contient les trois premiers tomes, il me semble, dans mon casier à l'école. Mais heureusement, j'ai cette autre collection des orphelins Baudelaire que je t'avais d'ailleurs présentée, il me semble. Mais avant de te lire ce nouveau chapitre, je vais te faire un rapide résumé du 4e chapitre que je t'ai lu il y a plusieurs mois. Donc si mes souvenirs sont bons, dans le 4e chapitre, il y a eu une dispute entre Klaus et le comte Olaf, puisque je crois que le comte Olaf l'a giflé. Parce que les orphelins devaient préparer un repas pour la troupe du comte Olaf et le comte Olaf lui-même. Allez, c'est parti. Je vais juste trouver le 5e chapitre. En sachant qu'à chaque fois, les tomes ne contiennent pas beaucoup de chapitres. Donc on va vite pouvoir passer au tome 2. Je crois qu'il y a à peu près une dizaine de chapitres, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Chapitre 5. Et comme d'habitude, il y a une illustration que je vais te montrer. Et je sais pas comment dire ce qu'on y voit. Je crois que c'est un bâtiment avec une sorte de statue. À moins d'avoir vraiment beaucoup de chance, il vous est sûrement arrivé de pleurer. Sans doute avez-vous constaté qu'après une bonne séance de larmes, on se
Klaus et Violette examinèrent plusieurs plans d'action, tandis que Prunille, pensive, mâchouillait une bûchette. Ce qui est sûr, déclara Klaus en palpant avec précaution sa pommette en compote de prunes, c'est qu'il n'est pas question de rester ici, plutôt errer dans les rues que vivre dans ce trou moisi. Oui, mais va savoir ce qui risque de nous tomber dessus, dans les rues. Au moins, nous avons un toit sur nos têtes. Trop bête que la fortune de nos parents ne puisse pas nous servir dès maintenant. On s'achèterait un château et on irait y habiter, avec des gardes pour nous protéger d'Olaf Vastera et de ses sbires. Et je m'installerai un atelier d'inventrice, dit Violette rêveuse. Et sa hache fendit un billot d'un coup sec. Immense, avec des tas de poulies et d'engrenages, des câbles partout, et un calculateur très perfectionné. Et moi, renchérit Klaus, j'aurai une bibliothèque géante, aussi confortable que celle de la juge Abbott, mais 5 fois plus grande. Guibou, lança Prunille, ce qui avait tout l'air de signifier. Et moi, j'aurais des tonnes de choses à mordre. Peut-être que la juge Abbott pourrait nous adopter, suggéra Klaus. Tu sais bien, elle a dit qu'on serait toujours les bienvenus. Elle voulait dire en tant que visiteur, rectifia Violette. Ou pour emprunter des livres, pas pour habiter chez elle. Mais si on lui expliquait la situation, s'entêta Klaus, peut-être qu'elle serait quand même d'accord pour nous adopter. Il y croyait à demi, mais un regard de sa sœur le ramena à la réalité. Non, c'était sans espoir. Adopter ne se fait pas à la légère. Qui de nous n'a rêvé au moins une fois dans sa vie d'être élevé par quelqu'un d'autre que là où les personnes s'autorisaient? Mais nous savions, tout au fond de nous, que ce n'était qu'un rêve en l'air. Moi, décida Violette, je pense que nous devrions aller trouver Monsieur Pau. Au moment de nous quitter, souviens-toi, il nous a dit de passer le voir à la banque, si jamais nous avions des questions à lui poser. Mais nous n'avons pas de questions à poser, objecta Klaus. Nous avons une plainte à déposer. En pensée, il revoyait Monsieur Pau s'avancer vers eux sur la plage, avec son funeste message. Ce pauvre Monsieur Pau avait beau n'être pour rien dans leur malheur, Klaus ne tenait pas à le revoir. Pour lui, Monsieur Pau restait le porteur de sinistres nouvelles. Franchement, conclut Violette, je ne vois personne d'autre. C'est Monsieur Pau qui est chargé de nos affaires, je te rappelle. Et s'il savait quelle triste cire est le comte Olaf, il nous retirerait d'ici vite fait, j'en suis certaine. En pensée, Klaus vit la grosse auto de Monsieur Pau claquer ses portières sur eux trois pour les emmener très loin de la sinistre masure. Oui, partir, aller ailleurs, n'importe où serait mieux qu'ici. D'accord, dit-il, finissons-en avec ces bûches et filons à la banque. Ragaillardis par ce projet, Violette et Klaus manièrent la hache avec une ardeur redoublée. 5 minutes plus tard, tout le bois débité, ils étaient prêts pour la suite du programme. Ils se souvenaient que le comte Olaf avait parlé d'un plan de la ville, et ils se mirent en quête de ce plan. Mais ils eurent beau fouiner, pas moyen de mettre la main dessus. Sans doute était-il dans la tour interdite. Tant pis, ils se mirent en route sans plan. Après tout, le quartier des banques était quelque part dans le centre-ville. Trouver Monsieur Pau ne devait pas être la mer à boire. Après avoir traversé le quartier des fleuristes, puis celui des chapeliers, puis celui des sculpteurs, les enfants Baudelaire parvinrent enfin au quartier des banques et commencèrent par se rafraîchir à la fontaine de la Victoire boursière. Le quartier des banques se résumait à 4 ou 5 avenues imposantes, bordées de grands bâtiments plaqués de marbre, rien que des banques. Les enfants Baudelaire s'adressèrent d'abord à la société particulière, puis au Crédit Balden et Frères, et enfin à la banque Salbasse, demandant poliment chaque fois s'ils pouvaient parler à Monsieur Pau. Enfin,
Salubas leur dit qu'elle connaissait Monsieur Beau, qu'il travaillait au comptoir d'escompte de Palfalzu, un peu plus bas sur l'avenue. C'était une bâtisse carrée, assez quelconque vue de l'extérieur. Mais les orphelins, sitôt entrés, se retrouvèrent dans une immense rotonde emplie d'échos, plus affairée qu'une ruche. Ils commencèrent par avancer au petit bonheur. Puis ils demandèrent à un garde en uniforme s'ils étaient à la bonne adresse pour rencontrer Monsieur Beau. Il les guida jusqu'à un grand bureau tapissé de classeurs et sans une seule fenêtre. « Ah tiens, les enfants, bonjour !» les salua Monsieur Beau, un peu saisi. « Entrez, je vous prie. » Il était assis derrière un immense bureau couvert de papiers empilés, apparemment aussi ennuyeux qu'important. Autour d'une petite photo encadrée représentant sa femme et leurs 2 monstres, 3 téléphones faisaient la ronde. « Merci de nous recevoir », dit Klaus en lui serrant la main. Et les 3 enfants Baudelaire s'enfoncèrent dans 3 grands fauteuils moelleux. Monsieur Beau ouvrit la bouche, mais du toussait dans son mouchoir avant de prendre la parole. « J'ai beaucoup à faire aujourd'hui, dit-il enfin. Je n'aurai guère le temps de bavarder. La prochaine fois que vous comptez passer dans le quartier, prévenez-moi un peu à l'avance. Je ferai une petite place dans mon emploi du temps pour vous inviter à déjeuner. » « Ce sera avec plaisir, dit Violette, et nous sommes désolés de ne pas vous avoir prévenu, mais il s'agit d'une urgence. »« Le comte Olaf est fou, annonça Klaus sans détour. Fou allié. Nous ne pouvons pas rester avec lui. Il a frappé Klaus, ajouta Violette, et fort. Vous voyez ce bleu, là ?» À cet instant, l'un des téléphones se mit à sonner, une de ces sonneries qui vous vrillent les oreilles. « Excusez-moi, dit Monsieur Beau, décrochant le combiné. « Oui, Beau à l'appareil. Comment ? Oui, 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 non, oui, merci. » Il raccrocha et regarda les enfants comme s'il avait tout oublié de leur présence. « Je suis désolée de quoi parlions-nous ? Ah oui, le comte Olaf. Je suis bien navrée que vos premières impressions ne soient pas très favorables. Il ne nous a donné qu'un lit. » dit Klaus, « un seul lit, pour nous 3. Il nous fait faire toutes sortes de travaux difficiles. Il boit beaucoup trop de vin. » Le second téléphone se mit à sonner à son tour. Monsieur Beau décrocha. « Excusez-moi, Beau à l'appareil. Oui, 7, 7, 7, 7, 6 et demi. 7, il n'y a pas de quoi. » Il raccrocha, griffonna quelque chose sur un papier devant lui et releva les yeux. « Je suis désolée, que disiez-vous déjà ? Ah oui, des travaux difficiles. Mais vous tenez de quoi vous occuper est une bonne chose à mon avis. Il nous appelle les orphelins. Il a des amis horribles. Il parle tout le temps de notre fortune. Poco !» ajouta Brunil. Monsieur Beau leva les mains, comme pour indiquer le flot. « Allons, allons les enfants. Il faut vous accorder le temps de vous faire à votre nouveau logis. Vous n'y avez passé que quelques jours à peine. » « On y a passé bien assez de temps, dit Klaus, pour savoir que le comte Olaf est un horrible bonhomme. » Monsieur Beau poussa un gros soupir ventru et regarda les 3 enfants tour à tour. Il avait l'air bien brave, mais manifestement, il ne croyait guère à leur dire. « Connaissez-vous l'expression latine « in loco parentis » demanda-t-il soudain. Violette et Brunil se tournèrent vers Klaus. Si quelqu'un savait, ce ne pouvait être que lui, le grand lecteur du trio. « Quelque chose à voir avec les trains », suggéra Klaus. Peut-être Monsieur Beau songeait-il à les expédier par le train chez quelque autre parent éloigné. Mais Monsieur Beau fit non de la tête. « In loco parentis » signifie, mot pour mot, à la place des parents. C'est un terme légal et il s'applique au comte Olaf. À présent que vous voilà placé sous sa tutelle, libre au comte de vous élever à son idée, suivant les méthodes qu'il estime les meilleures. Il se peut que vos parents ne vous aient jamais confié la moindre tâche. Il se peut qu'il n'ait jamais bu de
Il tira son mouchoir de sa poche, s'en couvrit le bas du visage et toussa dedans. 1 fois, 3 fois, 10 fois. Il toussait si bruyamment que Violette ne sut jamais s'il l'avait entendu. Quoi que fasse le comte Olaf, reprit M. Pau, et tout en parlant, les yeux sur ses papiers, il entourait un nombre d'un cercle au crayon rouge. Il agit in loco parentis, si bien que nul n'y peut grand-chose. Pour ce qui est de votre fortune, ma banque et moi veillons. Pour ce qui est de votre éducation, le comte Olaf est le seul juge. Et maintenant, veuillez m'excuser, mais il est temps que vous preniez congé, car j'ai beaucoup à faire. Les enfants restèrent cloués dans leur fauteuil, abasourdis. M. Pau leva les yeux et s'éclaircit la voix. Prendre congé, commença-t-il, signifie disparaître, acheva Violette, et que vous ne ferez rien pour nous. Elle en tremblait de déception et de colère, sans attendre la réponse. De toute manière, tuée dans l'œuf par la sonnerie du 3e téléphone, elle se leva et sortit, suivie de Klaus qui portait Brunhilde. Ils quittèrent la banque sans se retourner et s'arrêtèrent sur le trottoir, désemparés. Et maintenant, demanda Klaus d'une pauvre voix. Violette leva les yeux au ciel. Ah, pouvoir inventer un engin à se sortir des situations sans espoir. Il est déjà tard, dit-elle. Le mieux serait de rentrer, je crois, et de réfléchir à un autre plan pour demain. On pourrait s'arrêter chez la juge Abbott, au passage. Mais tu as dit qu'elle ne pouvait rien pour nous, rappela Klaus. Pas pour lui demander de l'aide, pour lui emprunter des livres. Connaissez-vous la différence entre littéralement et au sens figuré? Sinon, la voici, car c'est une distinction bien utile. Lorsqu'une chose a lieu littéralement, on dit aussi au sens propre. Elle a lieu pour de bon. Si elle a lieu au sens figuré, elle donne seulement l'impression d'avoir lieu. Par exemple, lorsqu'on saute de joie littéralement, on fait bel et bien des bonds sur place. Lorsqu'on saute de joie au sens figuré, cela signifie qu'on est si heureux qu'on pourrait sauter de joie, mais qu'on économise son énergie pour un meilleur usage. Ce n'est, bien sûr, pas en sautant de joie, ni littéralement, ni au sens figuré, que les enfants Baudelaire reprirent le chemin de la maison du comte. Mais, avant de s'enfermer dans la sinistre demeure, ils allèrent frapper à la maison voisine, et la juge Abbott fut ravie de leur ouvrir sa bibliothèque. Violette se choisit 3 traités de génie mécanique. Klaus sélectionna 4 ouvrages sur les loups, et Brunhilde se trouva un livre avec des tas d'images dedans. Puis ils regagnèrent leur chambre et se vautrèrent comme ils purent. À 3 sur l'unique lit, pour y lire à leur aise. Au sens figuré, ils s'évadèrent ainsi de la prison où les tenait le comte Olaf. Oh, ils ne s'étaient pas littéralement évadés, ils étaient toujours chez lui, toujours soumis à ces tristes méthodes d'éducation in loco parentis. Mais en cette fin de journée, après la fatigue et la déception, c'était mieux que pas d'évasion du tout. Violette, Klaus et Brunhilde lisaient comme des affamés, et quelque part dans un coin de leur tête, ils gardaient l'espoir qu'un jour, cette évasion au sens figuré se ferait évasion au sens propre.